voté à la majorité contre une seule abstention par la majorité parlementaire. Le code électoral, après l'étape parlementaire, passe le cap du contrôle de constitutionnalité sous le génie de la Cour Sosa. Dans ce numéro de Politique sans tabou, nous ferons le point avec Alphonse Moïse Soudé, analyste, et ses fils Béo Aguia, qui n'est pas en plateau avec nous, mais qui est en ligne. Merci à toutes et à tous de vous installer dans ce nouveau numéro que je co-anime avec Sénalé Aglago. Bonsoir. Bonsoir à Chris Villot, bonsoir également à tous nos internautes, à tous nos téléspectateurs et tous nos auditeurs qui nous reçoivent sur Culture Radio et bien sûr sur Reporter Bénémonde. Nous sommes encore là pour une heure d'échange avec nos invités. Vous les avez déjà présentés. L'un, c'est fils Beaga, sera en ligne. Effectivement, il est membre du bureau politique et de la cellule de communication de l'Union progressiste Le Renouveau, et notre confrère et analyste politique est sur ce plateau. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour la confiance renouvelée chaque fois. Et puisque vous renouvelez votre confiance chaque fois à nos internautes, la première question va s'adresser à vous. Vous avez suivi l'actualité. Quel est votre regard sur tout ce qui s'est passé autour de ce code électoral dans un premier temps? D'abord, j'ai plusieurs fois dit, quand vous observez l'ordre du jour de la session extraordinaire, c'est fait à dessein. Quand vous lisez bien, vous allez voir que la loi portant révision de la Constitution est venue avant la loi portant relecture du code électoral. C'est fait à dessein parce qu'on savait très bien, vu les réactions des uns des autres, que la Constitution ne devait pas passer. Et que j'ai dit sur un plateau que si la Constitution ne passait pas, on va corser le code électoral. Et je n'étais pas compris. Mais aujourd'hui, on se rend compte que, parce qu'un député de la mouvance l'a clairement dit, si on ne s'entend pas pour réviser la Constitution, la note du code électoral sera salée. Et effectivement, la note est salée. Donc je crois que je demanderai aux hommes politiques, les passions du vote sont passées. Il faut que chacun, à tête reposée, reprenne la loi et qu'on lise la loi, les nouveaux articles, pour voir quelles sont les implications. Parce que on n'a pas modifié ces codes-là pour ne pas introduire de nouvelles... Justement, sur les implications, Monsieur Alphonse Soudé, dites-moi, est-ce que vous avez fait le point? Quels sont les points de pertinence que vous avez relevés ou, à défaut, les points de contestation? Ok. Vous voyez, on est passé de 10% à 15% au niveau national. Oui. Mais on dit, d'abord... Pour le parrainage. Pour le parrainage, vous avez les 15%. Mais pour que vous puissiez lever des sièges, il faut venir dans la circonscription électorale. Et là, vous avez besoin de 20%. 20%. Oui. Et qu'est-ce que je comprends par là? C'est qu'on est en train de ramener, peut-être de façon involontaire, la notion de fief. La notion de fief. Parce que, mais c'est ce qu'ils sont en train de combattre, selon eux. Non, c'est pas ça. Chacun doit pouvoir travailler dans sa circonscription électorale. Parce que le problème, c'est simple. On dit que c'est un parti, c'est un parti d'envergure nationale. Sortez un candidat, quelqu'un qui a été candidat, qui a été élu dans la 16e circonscription, pour les prochaines élections générales, envoyez-le dans la 20e, on verra s'il sera élu. On verra s'il sera élu, parce qu'il y a une réalité que nous oublions. Les populations ne votent que pour les gens qu'ils connaissent et qui sont proches d'eux. Vous avez vu le ministre Omeki, quand il a été positionné en 2023 dans la 16e, mais c'était un échec cuisant. S'il était resté dans son mono ou bien dans son Koufou natal, peut-être il passerait, mais on l'a ramené dans la 16e, et dans la 16e, l'UPR n'a levé qu'un seul siège. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit qu'un parti est d'envergure nationale, non, il faut reconnaître que la notion de fief, la notion de fils du terroir n'a pas encore quitté les mentalités. La deuxième chose, je prends l'article 40. Donc pour vous, c'est trop vite aller en besogne? C'est trop vite aller en besogne, parce que on va dire niveau national, il faut lever 15%, et il faut venir dans la circonscription pour avoir... Au niveau national, lever 10%. Oui, et venir au niveau de la circonscription pour avoir 20%. 20%. Donc, je peux avoir 10% là-bas et ne pas être désigné député parce que je n'ai pas pu mobiliser les 20%. Au niveau des circonscriptions électorales. Moi, ça me pose un problème. Quand je viens sur l'article 40, et c'est là mon inquiétude, j'ai dit, mais est-ce que les honorables députés ont réellement lu l'article 40 nouveau? On dit qu'il faut déposer la liste des duos 180 jours avant le jour du scrutin. On a dit les élus doivent parrainer les candidats que leur parti leur indiquerait. Donc, ils ont l'obligation de parrainer le candidat de leur parti.
qu'il vous souvienne, hein, en 2021, ce que les parrainages ont posé. Certains sont allés jusqu'à dire qu'ils ne savent pas à qui on a donné le parrainage. Et j'ai dit, dans quelles conditions va-t-on parrainer le candidat indiqué par le parti? Est-ce qu'au sein du parti, on va organiser des primaires? Parce que si vous organisez des primaires, que tous les élus participent aux primaires, il n'y a pas de raison qu'un élu refuse de parrainer le candidat de son parti. Oui. Donc, maintenant, si c'est comme on a décidé d'imposer, vous avez vu avec le parti, les démocrates, en 2021, certains ont dit, mais nous ne savons pas d'où vient Riquet Magdou pour être candidat des démocrates. Ça a posé un problème. Ça veut dire qu'au sein du parti, le débat n'a pas été mené pour qu'on choisisse qui va porter les couleurs du parti. Donc, ça pose un problème. Un candidat, vous en avez dit, on fait la présidentielle, on va faire les législatives, après les communales. Ça pose un problème. Si vous jouez à l'élu rebelle, vous refusez d'accorder votre parrainage au candidat choisi par le parti, c'est sûr et certain que dans l'élaboration des listes pour les législatives et municipales, on va vous botter à la touche. Ça pose un problème d'avenir politique. Donc j'ai dit, est-ce que les députés ont compris ça comme ça? Parce que c'est 180 jours, on a déjà bouclé les différents duos. Oui. Je refuse de donner mon parrainage. Donc, les responsables de mon parti considèrent que je suis un rebelle, je ne respecte pas la discipline du groupe, donc on fera de moi ce qu'on veut et je passe à la touche. Donc, quand vous voyez ces éléments-là, ça pose problème. J'ai dit, mais est-ce que ces députés-là, parce qu'ils viennent de donner le pouvoir au mentor de la mouvance de faire le nettoyage systématique. Le nettoyage sera fait. Est-ce que vous mettez dans le nettoyage systématique? Bon, écoutez, il y a des gens sur lesquels le chef ne peut plus compter. J'ai dit la dernière fois, quelque part, pour la loi portant révision de la Constitution, il y a 7 députés de la mouvance qui ont eu le courage d'exprimer leur vote à visage découvert. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ce que vous dites? Vous dites, dans un premier temps, que avoir mis la révision de la Constitution en haut avant de parler de la révision, de la relecture du code électoral, oui. C'est fait à dessein. Si c'est fait à dessein, est-ce que finalement les députés qui allaient dire non n'étaient pas choisis à dessein? Bon, vous voyez, dans tout ce qui se passe, on se pose une multitude de questions. Parce que vous allez voir au lendemain de ce vote-là, quand ils ont été reçus par le chef de l'État, il a dit ce qui est passé. Est passé. Oui. Donc, il ne leur a pas tenu rigueur. Non, c'est une stratégie politique. Parce que si à ce moment-là, on décide de remonter les bretelles à ceux qui ont eu le courage de voter contre, ça pourrait éventuellement entraîner d'autres réalités. Donc, il a dit ce qui est passé, est passé. Maintenant, il faut qu'on se prononce sur le code électoral. Et là, bon, ça a été unanime. Alors, Céphis Béo Aguiar, est-ce qu'il est là? La régie, ok, on continue avec vous, Monsieur Alphonse Moïse Soudé. Donc, d'autres points. Jusque-là, vous n'avez relevé aucun point de pertinence qui soutient, la modification du code électoral. Non, vous voyez, j'ai dit tantôt, ça renforce quelque part la discipline du groupe. La discipline du groupe. Rien que ça. Et je vois, on a dit juste limite 20 députés, 20 élus. 20 élus. 20 élus. Je prends le cas du parti Les Démocrates. Si les responsables du parti choisissent un duo qui n'est pas de l'avis des autres, c'est juste limite. Il suffit qu'un député refuse. 28. Il suffit qu'un élu des démocrates, parce qu'ils n'ont pas de maire, ils n'ont que des députés. Il suffit qu'un député refuse d'accorder leur parrainage. Mais les FCBE ont promis leur venir en aide si éventuellement... Bon, voilà encore une notion que moi je ne comprends pas. Le code interdit les alliances et nous rappelle, on parle d'accord de gouvernance. Qu'est-ce qu'on n'entend pas accord de gouvernance? Mais moi j'ai cherché, j'ai pas compris. Je suis d'accord que les deux partis de la mouvance s'entendent parce qu'ils ont le même géniteur, mais vous savez, longtemps entre LD et FCBE, on a dit l'un est traître, on s'est taclé. Parce que là, les FCBE viendront à la rescousse du parti Les Démocrates. À quelles conditions? À quelles conditions? Ils vont s'entendre sûrement. Céphis Béo Aguiar est déjà avec nous. Bonsoir, monsieur Céphis Béo Aguiar, comment allez-vous? Bonsoir, mesdames Rouillot et Glago. Je vais très bien aussi. Bonsoir, monsieur Soudé. On vous entend un peu faiblement. Je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de la régie.
En tout cas, je disais, nous irons déjà dans les questions avec vous. Votre parti a salué la décision de la Cour constitutionnelle et pour lui, c'est une décision qui va beaucoup impacter la vie politique au Bénin. Alors, partant déjà des modifications introduites dans le code électoral, que dites-vous? Très bien, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui suivent Culture Média en général et pour l'émission que vous nous permettez, voilà, l'émission à laquelle vous nous permettez de parler. Je voudrais commencer par dire que, vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle le processus démocratique. Nous sommes dans un processus, si je parle seulement de 90, nous sommes dans un processus. Quand on dit processus, c'est une démarche continue et cela demande une action constante, des remises en cause, tout ça pour améliorer ce qu'on fait de sorte que la marche dans laquelle on se trouve soit une marche performante à destination. Donc ce qu'on fait, c'est tout à fait normal et nous le faisons d'ailleurs à bonne date aujourd'hui parce que pour l'heure, nous sommes à quelques 2 bonnes années de tout ce qui est électoral. Et ce temps déjà nous permet de respecter le protocole de la CEDEAO qui demande de ne plus rien faire à 6 mois des élections. Donc aujourd'hui, on est plus ou moins à distance quand même de cette contrainte-là et ce qui a été fait à l'Assemblée nationale permet de consolider notre marche dans ce que j'ai dit, que j'ai appelé processus démocratique. Cela dit, rien qui par avance dans un système démocratique et les lois qui organisent la compétition électorale, les lois qui organisent la concurrence politique sont des lois très sensibles. C'est ça que tous les acteurs politiques regardent de très près et elles intéressent à plus d'un titre les citoyens aussi parce que tout le monde vote, tout le monde peut être candidat dans une certaine mesure, en respectant des critères. Eh bien, c'est une loi qu'on dira loi nationale, du caractère d'impact, à partir de l'impact et de tout ce qu'elle peut toucher, cette loi intéresse tout le monde. Alors, en matière de concurrence et de compétition électorale, les acteurs politiques sont très regardants. Et c'est pour ça que tout ce à quoi on a assisté aussi, cela a pu aller dans ce sens-là. Est-ce que c'est au nom de la concurrence? Est-ce que c'est au nom de la concurrence politique que le parti au pouvoir, sinon les partis au pouvoir, se sont taillés la part du lion au détriment des acteurs politiques de l'opposition qui crient à corps et à cri à l'exclusion? Il n'y a ni lion, ni loup, ni agneau dans ce qui est fait. Quand nous voulons améliorer et performer notre processus démocratique, on élabore la loi. Et cela, c'est une proposition de loi, c'est du ressort de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un projet de loi venu du gouvernement. C'est une proposition de loi de député dans son rôle de député qui estime que face aux enjeux auxquels nous ferons face bientôt, il faudra améliorer notre électoral, ce qui va organiser les prochaines pétitions électorales pour l'avenir aussi. Mais derrière ça, il faut noter que depuis quelques 6 ans, nous avons aussi amorcé la réforme du système partisan. Ouais. Et dans la dynamique de renforcer cette réforme, de faire en sorte que les résultats auxquels tout le peuple béninois aspire en termes de visible champ politique en ce qui concerne les partis politiques, en termes de lisibilité sur le champ politique, en termes d'ancrage pour que les partis politiques sortent des logiques d'ancrage ethnocentristes, tribalistes et tout, c'est que nous nous dotons d'un outil très performant qui renvoie à tous les partis politiques, que ce soit au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition, à aller faire un travail d'ancrage et de maillage territorial intéressant parce que quand on aspire à représenter les autres,
quand on aspire à se mettre aux autres pour les diriger, il faudrait aller vers tout le monde. Des derniers villages de Koussoukwengu dans Bukumbe, de Semeokun à Semekodi, il faut aller partout et être présent. C'est une des premières contraintes qui arrive dans ce code électoral. La seconde, si je... Une contrainte que pour les partis politiques vient de remettre en cause, n'est-ce pas, M. Soudé? Bon, c'est une... Non, vous savez, on ne peut pas partager les mêmes points de vue. Ce que nous disons ici, cela est sur le champ, cela relève du champ politique. On devrait même féliciter les acteurs politiques de se donner des contraintes. Vous voyez, cela nous permet de sortir de ce que nous appelons le confort facile des fiefs. Les fiefs de la langue commune, de l'aide, de la proximité géographique. Non, nous sommes partis dans une logique à partir de ce côté sur des questions d'ancrage national. Et tout acteur, qu'il soit politique ou pas, devrait apprécier le fait que il donne, comment dit-on, cette contrainte-là de mailler l'ensemble du territoire. On ne voit pas ce qui est mauvais dedans, de dire qu'un parti politique, je prends l'Union progressiste du renouveau, ce parti n'a pas d'élu aux dernières élections dans la 13e et la 14e circonscription électorale. Ce parti n'a pas 20% par rapport à ce que dit le nouveau code électoral. Ce parti n'a pas 20% dans tout ce département de la Donga qui abrite ces deux circonscriptions. Il y a donc un devoir pour ce parti de se faire présent dans ces circonscriptions électorales ailleurs. Et cela sera donc valable pour les autres partis politiques aussi. Donc, au nom de l'accord de gouvernance ou au nom de l'accord de coalition parlementaire, l'accord de gouvernance sur ses lauriers et s'assurer que le bloc républicain ou d'autres partis de la mouvance lui viennent en aide. Je vais vous expliquer la question de l'accord de gouvernance. J'ai le sentiment que M. Soudé ne l'avait pas peut-être bien compris. Il ne s'agit pas premièrement d'alliance. Il ne s'agit pas que des partis vont présenter des listes communes à l'élection, aux différentes élections, notamment en ce qui concerne les élections de terrain là. C'est un accord dans le but de se soutenir du point de vue des résultats. C'est-à-dire que quoi, si un parti X noue un accord avec un parti Y, c'est un accord de gouvernance. Ce n'est pas un accord pour aller aux élections ensemble. Il faut que cela soit entendu. Et donc, quand ils ont besoin de se solidariser, si on peut dire ainsi, à un moment où l'un n'a pas le suffrage requis dans une circonscription électorale et que l'autre a au moins totalisé 10%, eh bien, il faut que l'un et l'autre aient totalisé au moins 10%. Voyez, c'est un peu comme des alliances contre nature que vous allez signer pendant ces élections juste pour vous en sortir. Et puis après, non, il n'y a pas d'alliance contre nature, c'est surtout pour des mêmes sensibilités par ailleurs. Donc, je ne sais pas pourquoi ce serait de contre nature. Regardez ce qu'on observe aujourd'hui. On a amorcé cette démarche-là déjà avec le regroupement qu'on a au niveau de l'opposition. Ce n'est pas apprécié par tout le monde. Ce n'est pas évident cela. C'est une façon déjà de réaliser les objectifs de ce peuple. Mais c'est trop facile aujourd'hui de nommer ce regroupement-là déjà comme, enfin, de le nommer comme une plateforme, comme un acquis. Ils se sont mis ensemble pour dire non au code électoral qui a été modifié. C'est un début, c'est souhaité, vous savez, même avant, quand on parlait, non, madame, quand on parlait déjà du projet de la proposition sur la révision de la Constitution, on a vu ces partis politiques, et à l'époque, je crois qu'il y avait les FCBE dedans, on a vu ces partis politiques se mettre ensemble pour souhaiter des choses collectivement. C'est un début, on ne souhaite pas autre chose. Et vous pouvez regarder que du côté de l'Union progressiste et du Bloc républicain, des partis qui soutiennent le pouvoir en place, ils ont des points de discussion. Partions des points de discussion, c'est ce qu'on demande en fait. C'est pour que nous allons vers de grands ensembles politiques, pour que nous ayons des partis politiques homogènes. Et cette démarche qui a été faite demande à ceux qui ne sont pas forts
de se mettre ensemble. Ce que fait l'opposition aujourd'hui, l'opposition politique est très appréciée. Il faut encourager cette dynamique-là. Merci, monsieur Aguia. Monsieur Alphonse Moïse Soudé, nous revenons en plateau pour parler de ce regroupement politique de l'opposition. Est-ce que c'est un début, comme le dit monsieur Séphis Béo Aguia? Non, vous voyez, il a parlé d'accord de gouvernance. C'est un mariage blanc. On se met ensemble pour lever des sièges. Après, chacun retourne chez lui. Parce qu'on est allé aux élections de façon séparée. Maintenant, il faut associer les voix pour lever les sièges. Donc, dès qu'on fait ce mariage blanc et qu'on a levé les sièges, chacun continue son chemin. C'est ce que ça veut dire. Donc, l'opposition aussi a intérêt. Mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Écoutez, ce sont les élus actuels qui vont parrainer les dieux de 2026. Et je disais tout à l'heure, si l'instance fêtière du parti Les Démocrates n'associe pas tous les membres du parti, ou bien si on ne procède pas à des primaires pour désigner un candidat consensuel, et qu'il y a parmi les élus les 28 députés, un ou deux qui disent mais nous on n'est pas d'accord avec ce duo-là, on ne donne pas notre parrainage. Ça va bloquer. Ça va bloquer. Donc on est obligé de faire accord de gouvernance. De faire ce mariage blanc-là. Maintenant, à quel prix? Est-ce que les FCBE vont accepter banalement au prix des intérêts? Ben oui, ils ne vont pas vous dire, bon, vous gardez intact votre duo, c'est pas possible, on est en politique. Le piège est dans le prix que... C'est ça, parce que les autres disent, ok, si vous voulez de nous, ben on réclame la vice-présidence. On regarde ce forcément, pour que le duo soit complet, que vous avez besoin de nous, on ne va pas prendre in extenso vos deux candidats. Vous prenez le président et vous nous donnez le vice-président. On sait tout ce qui se passe au sein de l'opposition, c'est pas gagné d'avance. C'est pas, même au niveau de la mouvance, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Je vais te soutenir pour qu'ensemble on lève des sièges, mais à quel prix? Parce que, Monsieur Soudé, oui. quand on vous entend, on a l'impression que les acteurs politiques, excusez-moi du peu, se jouent du peuple en fait. Non, vous savez... Parce que c'est toujours leurs intérêts qui sont prioritaires. Forcément. La politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. On ne vient pas à la politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Donc, à un moment donné, les intérêts politiques priment sur les réalités du peuple. Parce que, moi, je dis, si on devait réviser, par exemple, la constitution de notre pays, procédons par voie référendaire. On donne la possibilité à tous les leaders politiques de descendre dans leur circonscription électorale, d'expliquer à leur mandat ce qu'ils veulent faire. Et on verra la suite. Alors, monsieur Alphonse Moïse Soudé, il y a eu contre le code modifié plusieurs recours devant la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ce code électoral modifié. Selon vous, est-ce que les sages ont choisi de ne pas dire le droit, comme accuse le parti FCBE? Vous savez, j'ai pour l'habitude de ne pas commenter la décision. On a dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Mais il y a on a constaté que les recours déposés n'ont pas été traités. Et c'est ça que les démocrates dénoncent. Ce qui est sûr. Comment est-ce que vous pouvez dire que les recours déposés n'ont pas été? C'est ce que... La décision a statué et à chaque fois a battu en brèche. Moi, je dis une chose, cette étape est passée. Okay. Maintenant, il faut que chacun travaille sur le terrain parce que j'ai entendu le président Éric Rouneté dire qu'ils vont gagner les élections en 2026. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont conscients que sur le terrain, il faut travailler. Et c'est valable pour tout le monde. Pour tous les partis. Maintenant que le code a été rendu conforme. Il n'y a plus rien à faire. Non, d'autres personnes peuvent déposer les recours, mais les partis politiques, aujourd'hui, ils sont 3 à l'Assemblée nationale. Si tant est qu'ils ont envie de revenir en 2026, parce que ceux qui sont dehors aussi ont envie de siéger à l'Assemblée nationale. Et donc, chacun doit pouvoir travailler sur le terrain. C'est pourquoi je dis, quand on parle de 20%, on nous ramène la notion de fief. Et ces fils-là disent,
chacun va travailler chez lui. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a été élu, le président Djogbenou a été élu à la 16e, n'allez pas le positionner dans le 20e pour dire de travailler là, dans la 21e circonscription. Est-ce qu'il est connu des populations? Le parti peut être connu, vous savez. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Est-ce que accepter aussi facilement que, bon, qu'on avance, est-ce que finalement ce n'est pas encourager ou favoriser cette caporalisation de la démocratie? Écoutez, les députés, je sais bien qu'ils savent ce qu'ils font. J'ai dit, l'article 40 et puis d'autres réalités quand on dit le parti. Vous devez parrainer le candidat indiqué par le parti. Mais on ne nous a pas dit les conditions dans lesquelles on va former les duos. On ne nous a pas dit ça. Et je me suis rendu compte que dans une décision antérieure, la Cour disait que chaque député, chaque maire est libre de parrainer. Aujourd'hui, apparemment, on remet. Non, ils le savent, non? Ceux qui ont voté ce qu'on dit, ils le savent. Ils savent que c'est ce qui est dit, mais ils ont laissé faire. Parce que ils se sont inspirés de l'expérience de 2021, qui vous souvenez, le cas Soui, qui dit qu'il ne sait pas à qui on a remis son parrainage. Certains qui seraient allés à Lomé proposer à Madougou leur parrainage sans tenir compte de l'avis de leur parti. Et tout ça, ils sont partis de là pour légiférer. Mais je dis, un député qui est dans un parti, un élu d'un parti, a priori, devait soutenir le duo de son parti, à condition que ce duo soit formé dans les règles de l'art. Il ne faut pas que quelqu'un reste quelque part et impose au parti un duo. C'est là que ça va poser problème. Monsieur Séfis Béo-Aguia, vous êtes là? Léa Senaglago. Je suis là, mais j'avoue que le retour de son n'est pas du tout facile à décoder pour moi. Oh, je fais un effort, mais bon. La régie vous entend et ils vont faire le nécessaire. J'espère que vous nous entendez, Monsieur Béo-Aguia. Notre préoccupation, on était sur les questions de parrainage. On a vu cette décision de la Cour constitutionnelle qui dit aujourd'hui que les députés et les maires doivent parrainer le candidat ou le duo de candidats de leur parti politique, alors qu'on nous a dit antérieurement que chacun est libre de parrainer qui il veut. Est-ce que ce n'est pas un pas en avant, un pas en arrière? Premièrement, j'ai parlé de processus, moi, au début de mon intervention. Bien sûr. Le processus, il ne faut pas qu'on soit sourd à ça. Ça veut dire qu'on est dans une construction continue, en fait. Et quand on est dans une construction continue, dans quelques segments de la vie publique que ce soit, ou même privée, les processus sont... Ça veut dire que c'est une suite de choses, en réalité. Et on peut, aujourd'hui, ne pas avoir bien fait, ou très bien fait, et chercher à performer, à améliorer. Et il y a pas, est-ce qu'il peut y avoir un crime ou un péché quand on veut améliorer? Qu'est-ce qui est voulu aujourd'hui par le législateur? Parce qu'il s'agit de voir le législateur. Il ne faut pas voir des camps politiques. Quand on dit le législateur, c'est le député qu'on a élu. À moins qu'on ne le reconnaisse pas comme, à moins qu'on ne reconnaisse pas l'Assemblée nationale comme cette institution devant légiférer. Et quand elle va fonctionner, elle fonctionne au maximum, à la majorité. Dans la plupart des cas, elle fonctionne à la majorité. Et donc, le règlement, et la constitution, et tout ce qui fait fonctionner l'Assemblée, c'est clair. Et on ne va pas faire comme si on ne connaît pas ça en réalité. Parce que beaucoup de choses se disent comme c'est bon, un camp politique se lève, il décide de tailler une robe à sa taille, à sa mesure, et puis il prend ses images. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. Permettez-moi d'aller au bout. Okay. Je vais poser une question sur le parrainage. Nous sommes dans une démarche de processus. Lorsque on souhaite aujourd'hui que les députés ou les maires parlent le candidat de leur parti politique, c'est pour faire cohérent. Est-ce que vous avez vu une fois aux États-Unis, par exemple, quand des candidats aux primaires des républicains ou des démocrates, quand ils sont candidats, quand ils ont perdu et quand il est sorti, vous avez vu jamais quelqu'un ne pas se mettre en marche et ne pas soutenir
le candidat du parti politique. Vous Ça ne se avez passe pas comme ça. les primaires, Non, au sein de l'Union progressiste, Madame Loti allait bien, au sein Madame, des partis de la mouvance présidentielle. Monsieur Sefis Beoaga, vous est-ce ne que vous avez prévu les primaires? vous ne me permettez pas, Madame Oyo, d'aller au bout de mes idées. Il faut permettre que, déjà que je n'ai pas une bonne qualité de retour, Désolé. pour le peu de que je peux avoir, peut me permettre d'aller au bout. Et donc, on va faire cohérent pour arrêter avec les questions de transhumance et autres. Vous ne pouvez pas être élu sur une liste de partis politiques, avec les moyens du parti politique, avec le discours du parti politique, et Goguenard vous levez, après aller dire vous parrainez quelqu'un d'une autre sensibilité. Ça n'est pas cohérent. Donc, on est en train de parler de cohérence politique de vos choix avec votre provenance et vos origines politiques. C'est cela que le législateur a harmonisé et le constituant, à moins la Cour constitutionnelle, le constitutionnaliste, a trouvé que cela est juste. Parce que si on veut construire de grands partis politiques, si on veut construire de grands ensembles politiques, c'est cela qu'il faut. Il ne faut pas avoir des décisions qui fragilisent la bonne. On vous aura compris, monsieur Sefis Beoaga. Dites-moi, est-ce que vous avez prévu pour bien faire les choses comme vous dites si bien, est-ce que vous avez prévu les primaires au sein, par exemple, de l'Union progressiste Le Renouveau, pour que demain, il n'y ait pas des parrains qui ne veulent pas accorder on verra la meilleure méthode pour nous pour faire face aux enjeux qui arrivent, conformément au parti et aux thèses de la République. Alors, je voulais vous poser une question tout à l'heure. Hier, on a été tous fascinés lorsqu'on a réalisé, il a été dit que la mouture de loi à l'Assemblée n'était pas celle au niveau de la Cour constitutionnelle. Que dites-vous sur l'authenticité de la loi déférée au contrôle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la mouture de la loi ne soit pas conforme à celle adoptée? Il s'est passé ce que nous, dans ce pays, on souhaite souvent en termes de polémique. Vous voyez, c'est de bonne guerre quand la manipulation dans le discours politique peut mettre en place tout ce qu'il faut. C'est que ça. En réalité, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, quand ceux qui veulent spéculer, on ne peut pas refuser la spéculation. Donc, quand la spéculation se met en place, il faut la comprendre en réalité. Parce qu'à tout bout de champ, lorsque par exemple la position de révision a été battue, est sortie victorieuse de cette élection, de ce vote-là, on n'a rien entendu. Ça c'est normal, ça c'est bien. Donc, lorsque après c'est la majorité qui avance et à qui la Cour, du moins, se font en fonction de la loi qui lui a été transmise, par qui de droit, on commence par spéculer, par polémiquer, par inventer beaucoup de choses. On peut être la manipulation en matière de communication politique. Ça c'est bien. Il fallait trouver des subterfuges pour qualifier une démarche. Il fallait trouver des subterfuges pour dire que ça n'est pas bien passé. C'est tout à fait normal. Mais puisqu'il n'en est rien, monsieur. Si la constitutionnelle est une institution respectable, si le président de la République est une institution respectable, et si l'Assemblée nationale est une institution respectable, je pense bien qu'il faut sortir de micro-cas. Merci, monsieur Sefis Beoaga. On revient en plateau. Vous êtes, monsieur Alphonse Moïse Soudé, vous êtes plutôt tourné vers l'avenir. Mais parmi les déclarations qu'il y a eu de façon azimut après que la Cour constitutionnelle ait déclaré conforme à la Constitution, le code électoral modifié, Maître Agbodjo, qu'on ne présente plus, a dit que le code électoral porte les germes d'une guerre civile. Une déclaration que j'ai quand même trouvée très forte. Est-ce que, selon vous, ce code électoral porte réellement les germes d'une guerre civile? Quelle est votre analyse? Je voudrais d'abord dire par rapport au test final. Oui. Nous participons tous à des réunions
quand on adopte un texte, quand on introduit de nouvelles dispositions, qu'est-ce que nous disons? Nous voulons d'abord voir le texte définitif. C'est basique. C'est basique. Je ne peux pas participer à l'étude d'un texte et qu'à la fin, je n'ai pas la copie définitive. Nous devons quand même avoir la copie définitive pour que chacun soit au même niveau d'information. Donc, moi, c'est ça qui m'a un peu embêté. Je me suis dit, avant que le chef de l'État ne demande de vérifier la constitutionnalité, chacun des 109 députés devrait avoir la copie. Est-ce que ce n'était pas pour gagner du temps? Non, c'est pas. Non, écoutez, on devait être. Vous savez, il a dit c'est de la suspicion. Chacun se suivait et on veut être sûr que ce qu'on a dit se retrouve dans le texte. Mais je dis, l'avocat, ce qu'il a dit, moi je me réfère au passé. Je me réfère au passé. En 2019, on a tenté de réviser en 2017, ça n'a pas marché. En 2018, ça n'a pas marché. Nous avons l'expression « gouverner par la ruse et la rage ». En 2019, il y a eu beaucoup de situations parce que certains n'étaient pas d'accord. Moi, je dis, et je l'ai toujours dit, on pouvait relire ce code-là par consensus. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans la mouvance, ceux qui sont majoritaires, la situation peut changer. Donc, les autres vous chicoteront avec la chicote que vous avez utilisée pour les chicoter. Donc, je dis, on pouvait régler les problèmes. Je suis heureux que Céphise ait dit, c'est un processus. Ça veut dire quoi? Il y a de fortes chances qu'avant 2026, qu'on se rende compte qu'il y a d'autres dispositions qu'il faut corriger. Parce que nous sommes à 2 ans. C'est tellement qu'on a vite introduit les nouvelles dispositions pour voir les réactions, pour se retrouver au sein des partis politiques, pour dire qu'il y a des éléments sur lesquels on ne s'était pas entendu, on peut les corriger, parce que c'est lui qui a dit. C'est un processus, c'est comme ça. À 2 ans, on a un code qui peut être renforcé, qui peut être corrigé. Donc, il faut éviter. Au-delà de la politique, je dis, dans la devise de mon pays, nous sommes des frères. Donc, il ne faut pas que la politique nous amène à dire un certain nombre de choses, à faire, parce que ça va... mettre de l'huile sur le feu. À mettre de l'huile sur le feu. Ça n'arrivera pas. Les Béninois finiront pas se comprendre, parce que chacun de nous a tiré leçon du passé. Il y a des gens qui se retrouvent encore dans les liens de la détention. Il y a des familles qui sont disloquées. Parce qu'on a introduit des dispositions dans le code et dans la constitution que les gens n'ont pas appréciées, ils ont exprimé leur point de vue. On a vu la suite. Donc, je voudrais que chacun, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, que nous puissions tirer leçon du passé pour éviter qu'il y ait des difficultés par la suite. Céphise Béoyagria, vous êtes là? Bon, j'ai entendu dire que est-ce que le chef en fait, a émis un recours. Non, il s'agit de contrôle de constitutionnalité. Encore qu'il n'était pas obligé, il pouvait promulguer directement la loi, vous savez. Mais pour s'assurer que, évidemment, pour sortir de ce genre de polémique où on est dans des suspicions et tout, lui aussi a souhaité que la Cour constitutionnelle dise c'est bon en réalité. Et on ne peut que s'en féliciter. L'autre chose, c'est tout ce qu'on peut avoir comme polémique autour de tests. Vous savez, la démocratie, c'est, je ne sais pas comment dire ça pour que ça ne choque pas, mais je ne voudrais vraiment pas choquer sur mes habitudes. C'est la loi de la majorité. Et il semble qu'il faut comprendre ça. Ce que, lorsque la majorité s'en va sur un chemin, et bien entendu, on souhaite qu'elle ne s'écarte pas du bon sens et tout le reste. Mais en même temps, on doit comprendre que c'est un principe de la démocratie. Et pas même la minorité a du pouvoir. Il a suffi que la Constitution est dédiée à la minorité, la capacité de bloc de révision de la Constitution, et la minorité a exercé cela. Parfois, même très curieux, la minorité peut être très forte. Il faut qu'on regarde ces choses en démocratie, sinon on va faire dans beaucoup de sentimentalisme. Or, nous sommes sur le champ politique, que les intérêts individuels, des intérêts de clans et autres
prime sur l'essentiel de la cohésion, de l'unité nationale et du développement. Mais c'est sur ce chemin, c'est pour de ce genre de sentier battu qu'une telle loi vient. Et vous verrez plus tard, c'est comme le code électoral qui a mis l'élection aujourd'hui à l'Assemblée nationale de l'opposition et qui a sa minorité de blocage. Dans ce code aujourd'hui, il est dit que personne ne peut quitter ce groupe-là de 28 députés pour aller parrainer le candidat d'un autre parti. Ça, c'est ce qui est dit. Il est également donc oisible en fait au niveau de ce groupe-là. Il ne peut pas se disloquer aussi facilement parce que le code voté avec derrière la charte des partis politiques consolide l'ensemble des formations politiques, à commencer par celle qui peut se croire en difficulté et qui est donc le principal parti d'opposition. C'est de la sécurisation politique qu'il est question dans ce que nous voyons là. Monsieur Béa, il faut regarder ça. Il faut regarder ceux qui parlent de ceux qui tiennent le discours pyromane, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons être responsables de nos propos. Il faut faire attention à dire des choses qui s'écartent totalement du vivre ensemble commun. D'accord. Monsieur Sophie Béagia, quelles sont vos perspectives aujourd'hui à l'Union progressiste? Quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Après la décision de la Cour constitutionnelle, certainement le chef d'État va promulguer la loi. Quelles sont vos perspectives à l'Union progressiste, le renouveau? Mais c'est de travailler. Vous voyez, on a ouvert aujourd'hui les travaux de la direction exécutive nationale à Parakou, où je suis, ce qui explique un peu la qualité de ma présence chez vous. C'est pour dire qu'il faut aller sur le terrain. Vous voyez, c'est comme si nous avons un examen à préparer. Je parle de nous avons tenu une instance aujourd'hui à Parakou, on a fait l'ouverture de cette instance-là, c'est la direction exécutive nationale du parti. Et donc, le travail qui est recommandé chaque parti politique, davantage à travers ce code, c'est l'ancrage. Il faut aller préparer l'examen. Nous avons un examen à passer. Il faut élimination, il faut sortir des conjectures, il faut sortir des accusations à la fois par Ariel pour travailler à convaincre l'électeur. Lorsqu'un parti politique d'ailleurs qu'il est autoritaire, qu'il représente le peuple, qu'il est la voix du peuple, on ne devrait pas avoir peur d'aller aux élections. Mais ce que nous estimons, c'est de convaincre l'électeur pour avoir dans cette circonscription de la 3e, dans le département de la Takora, les 20%. Et nous représenterons davantage les populations et les communautés de la 3e circonscription électorale à travers cet ancrage que nous allons réaliser. C'est ce qui est demandé à tous les partis politiques. Merci, monsieur. Un parti politique. Et nous voudrions faire monsieur Soudé. Justement, voilà, monsieur Béouagia disait tout à l'heure que la démocratie, c'est la loi de la majorité, mais dans un contexte où la majorité prend tout pour elle. Que doit faire l'opposition? J'ai entendu dire monsieur Nouroudine Sakasalé demander aux députés de démissionner pour créer l'incident institutionnel. Qu'est-ce que l'opposition peut faire? Malheureusement, la vérité n'est pas toujours du côté de la majorité. La vérité n'est pas toujours du côté de la majorité. Il n'est pas question de démissionner. Parlez un peu plus fort. Il n'est pas question de démissionner, Merci. mais il faut mener le combat. Parce que vous voyez, moi, j'ai juste observé 28. Sur quel calcul on s'est retrouvé? Vlan à 28. Théoriquement, 28 pour l'LD, 28 pour Bloc républicain, on sait qu'ils n'ont que 28. Bon, c'est vrai que le BR a des maires, c'est trop juste. J'estime qu'on a dû faire des calculs politiques pour arriver à ce niveau-là. Mais je dis, il faut faire attention en matière de loi. Parce que ce même code qu'on a relu, qu'il vous souvienne, quand nous étions en train d'installer les maires, on a dû notamment demander une loi interprétative pour régler un certain nombre de situations. Oui. Donc, quand nous voulons légiférer, il
faut pas légiférer en tenant compte des intérêts de l'heure, du moment. parce que certaines choses peuvent nous échapper. Ce que nous ne voyons pas forcément, celui qui est en face peut voir. Donc je dis, il faut, à 2 ans des élections générales, il y a possibilité qu'avant date échue, que l'on touche encore à ce code-là. Parce que je suis convaincu Donc l'espoir est permis. Je suis convaincu que depuis que ce code a été voté et que la Cour constitutionnelle a dit que c'est conforme à la Constitution, certains vont s'asseoir, vont lire. Parce que j'ai toujours l'habitude de reprocher à certains de nos députés de ne pas posséder les tests. De ne pas posséder les tests. On vote les tests, mais on ne les maîtrise pas. Donc il faut que maintenant chacun s'asseye pour dire attention, que la mouvance ne dit pas j'ai gagné, que l'opposition ne dise pas j'ai perdu. Il faut qu'on s'assoie. Parce que les hommes politiques ne peuvent pas chaque fois imposer leur volonté au peuple. Et tout à l'heure, il a dit qu'il s'en train de faire des tournées. C'est aussi l'autre réalité au niveau des partis politiques. J'ai dit, le fils du terroir reste et va demeurer. Si quelqu'un dans sa circonscription électorale n'est pas connu des populations, n'est pas apprécié des populations, et que c'est celui-là que vous mettez en tête de liste, ok, ils ne vont pas contester. Mais la seule façon pour eux de réagir, c'est le jour du vote. Monsieur Sodé, est-ce que ce vote, sinon ce code électoral modifié n'est pas très évocateur de la puissance de monsieur Patrice Talon, encore sur la classe politique, en tant qu'analyste? Je vais vous dire ce qui va se passer. Le président Boni Yayi, en 2016, a imposé, disons les choses clairement, au niveau de la FCBE, on n'a pas fait de primaire. Il a imposé son candidat. Ça fait toller, certains n'étaient pas d'accord. On a vu la suite. Et pour les élections de 2021, dans certains partis, il y a eu problème. Donc le chef de l'État, aujourd'hui, a les manettes en main. C'est pourquoi on a dit qu'il faut déposer les dossiers du duo 180 jours avant. Et que les élus d'un parti ont l'obligation de parrainer ce duo-là. Si vous jouez à l'élu rebelle, c'est-à-dire que vous ne respectez pas la discipline du groupe, vous n'avez aucun égard pour les décisions de votre parti, vous n'allez pas vous retrouver sur les prochaines listes. Nous sommes sur un terrain politique. Oui, donc je dis, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, il faut faire des primaires au niveau de tous les partis pour que les duos qui vont se dégager soient consensuels. Là, le député ne peut plus dire, l'élu ne peut plus dire, je n'ai pas été associé à la désignation des candidats. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que s'il ne vous donne pas son parrainage, il va garder ça. Mais c'est vous, c'est que le nombre diminue. Le nombre diminue. Et si il y a beaucoup de mécontents, il y aura beaucoup de personnes. Ils vont prendre le risque de ne pas remettre leur parrainage, quitte à ne pas être positionnés pour les prochaines élections législatives ou municipales. Sénat, Léa Glago. C'est fils Beagia. Oui, je vous suis. Oui, la même question pour vous. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Est-ce que vous épousez les propos de M. Soudé, qui propose bien sûr que vous puissiez organiser des primaires? Je ne dis pas de décider, mais de dire si c'est faisable, possible, ou si vous avez d'autres propositions pour vous rassurer que vos duos de candidats seront acceptés par vous. Moi, j'aurais aimé que M. Soudé rejoigne le parti pour qu'on regarde ce qu'on fera ensemble, en fait. Parce que ça nous regarde, non. Peut-être que les idées qu'il apporte nous éclairent davantage. Parce que vous savez, le jeu politique, il n'est pas. C'est un espace relativement difficile. Et moi, je comprends parfois qu'il ne s'engage pas. Parce que ce n'est pas facile. Donc, si Soudé peut faire le pas, je serais très heureux. Maintenant, pour répondre mais cela dit. En attendant qu'il ne vienne et que vous ne le mobilisiez, donnez-moi ma réponse. Cela dit, je vous ai dit tantôt que le parti regardera interne ce qu'il sera approprié de faire. Oui. Donc, et moi, à l'Union progressiste, le renouveau, nous avons vu que les lois qui sont élaborées, elles sont des lois. Je dis, elles sont perfectibles par ailleurs, et nous avons à nous soumettre à ces lois-là. Nous n'avons rien gagné d'avance. Rien n'est gagné dans son année. La question des 20% parce que c'est électoral,
Nous, quand on fait le point des dernières élections législatives, on n'a pas 20 votes. Donc ça peut être très difficile. C'est un challenge. Et cela, il vaut mieux que ce qu'on demande, c'est que chacun aille sur le terrain. Vous avez évoqué la question du fils du terroir. C'est un mauvais concept pour la démocratie parce que ce ne sont pas les idées qu'on vote en ce temps. On vote le sang, on vote la proximité linguistique et autres. Et c'est dangereux pour la démocratie. Hein, de logique. Mais ce qu'on sait... Monsieur Séfis Béoagia, vous profiterez pour dire votre mot de fin. Nous sommes au terme de cette émission. Non, je m'arrête là. Pourquoi je ne sais pas répondu à une question? Pardon? Non, vous finissez votre argumentaire et puis vous concluez. Vous finissez votre argumentaire et vous profitez pour conclure. C'est ce que je Mais disais. j'ai pas ouvert l'émission, Madame Mouyo. Pardon? Votre mot de la fin, s'il vous plaît, pour résumer ce débat, s'il vous plaît. Ben, moi, je vous remercie. Je remercie Monsieur Soudé d'être venu sur le plateau conseiller. Ces idées relèvent du conseil et nous prenons cela beaucoup en compte dans l'esprit et dans la perspective que un de ces 4 matins, il sera des nôtres. On vous invite à luper le renouveau. Répondez à l'invitation. Mais non, écoutez. Il n'ose pas. C'est vu, non, il me chahute. Alors, avec vous, votre mot de fin? Non, moi je crois, au-delà de nos intérêts politiques, il faut qu'on pense intérêt de la nation. Parce qu'il ne faudrait pas que la politique divise des frères, divise des familles, mais il faut que nous puissions légiférer pour l'avenir. Moi, je ne suis pas très content chaque fois qu'on est obligé de manipuler les tests. Parce qu'à 2 ans, c'est sûr que d'autres réalités vont naître et vont surgir. Et il va falloir, puisqu'il n'y a pas de minorité de blocage pour relire le code, donc on peut à tout moment toucher au code parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des réalités auxquelles on n'avait pas pensé. Nous sommes dans un processus, comme dit Séfis. Oui, un processus, c'est dans le temps et dans l'espace. Donc j'invite tous les hommes politiques de la mouvance comme de l'opposition à baisser la tension. Ça va se régler. Il faut se parler, il faut discuter. Il ne faut pas que l'opposition baisse les bras. C'est son rôle de dire ce qui ne va pas. Il ne faut pas qu'elle soit va-t-en-guerre aussi. Et oui, c'est son rôle de dire ce qui ne va pas et de proposer des solutions alternatives. Mais il faut qu'on évite dans nos déclarations des paroles qui peuvent blesser. Nous sommes tous béninois. Nous sommes tous béninois. Nous n'avons qu'une seule nation. Sénaléa Glago. Eh bien, on va retenir simplement qu'il faut que l'intérêt du peuple passe de plus en plus au-dessus de l'intérêt personnel des acteurs politiques, même si nos invités reconnaissent que les acteurs politiques regarderont toujours intérêt. Le Bénin, c'est ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous. Et si nous faisons le débat, c'est pour éclairer d'abord les populations, c'est pour également mettre des points sur les i, pour tout au moins attirer l'attention des acteurs politiques. Je crois que nous avons fait le débat. Et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. L'émission sera en nouvelle diffusion sur Reporter Bénémonde. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle qu'en invité, on avait Alphonse Moïse Soudé, analyste, Séfis Béoagia, membre du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Politique sans tabou.